Nous avons 4 invités. La directrice RSE, diversité et solidarité du groupe Orange, Elisabeth Chungi. Vous supervisez la politique de la responsabilité sociale du groupe dans le cadre des objectifs du plan stratégique Engage 2025. Et puis, vous assurez également la présidence déléguée de la Fondation d'Orange. Certainement, votre parcours, qui est déjà connu, sera inspirant pour l'ensemble de nos auditeurs du jour. Nous avons également aujourd'hui dans ce panel le directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France, Monsieur Pedro Novo. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Avec BPI, vous proposez des outils financiers qui simplifient l'accès des entreprises aux marchés internationaux et puis vous les accompagnez dans leurs ambitions d'implantation à l'étranger. Toujours dans cette logique de partenariat, nous rejoint également Madame Aïssatou Rassoul-Gueye, parce que vous traitez plus les questions de suivi de financement des TPE, des PME avec la société Orange, et puis tout particulièrement, vous le faites avec la Société Générale. Pardon, Société Orange, Société Générale, la Société Générale au Sénégal en particulier. Et alors, on est toujours dans l'univers bancaire puisque notre dernière invitée, Diana Brondel, vous avez réalisé un parcours brillant justement au sein de la Société Générale et vous avez fait le choix de quitter l'entreprise pour créer votre société Xalis, qui est une néobanque qui, elle, s'adresse en termes de public et d'audience à des adolescents de 12 à 17 ans, justement pour leur apprendre, leur inculquer un peu la notion de la gestion de l'argent. Merci à tous d'avoir répondu favorablement à cette invitation pour ce premier opus. C'est vrai que là, nous avons des personnes avec des parcours variés qui ont été dans l'entrepreneuriat, dans l'intrapreneuriat ou bien dans la proposition d'offres de services. Et donc, l'idée pour chacun d'entre vous, on va démarrer par la présentation un peu de vos parcours, pour pouvoir apporter des éléments de réponse très concrets, et on va être dans un échange sur comment entreprendre et puis investir sur le continent aujourd'hui lorsqu'on est un membre de la diaspora. Alors, je vais laisser la parole dans un premier temps déjà à Elisabeth Chungi pour qu'elle puisse nous présenter son parcours qu'on connaît, qui est illustre effectivement, et puis de voir comment vous avez décidé d'aller sur cette construction de parcours qui finalement est à la fois inspirationnelle et en même temps qui apporte des clés sur la manière d'entreprendre. Vous savez, la première clé, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis absolument ravie de participer à ce panel. Je ne suis pas entrepreneur moi-même, même s'il y a une phase dans ma carrière. J'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai créé à un moment une entreprise de conseil en communication, mais néanmoins, mon parcours, j'espère, peut livrer quelques clés à ceux qui souhaitent se lancer. Et puis, je pourrais évoquer dans un deuxième temps peut-être aussi comment Orange peut accompagner l'entrepreneuriat des femmes notamment et des femmes de la diaspora sur le continent. Mais je commencerai par un mot et une clé déjà, ce serait la singularité. Je pense que pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment réfléchir à ce qui fait la singularité de ce que l'on propose. Je dis la singularité parce que je pense qu'aujourd'hui, si je suis directrice exécutive d'un grand groupe du CAC 40 et je suis d'ailleurs une des rares femmes d'origine africaine, je crois que nous sommes deux membres d'un comité exécutif d'un grand groupe du CAC 40, si je suis aujourd'hui au sein de ce groupe, c'est parce que j'ai cultivé ma singularité. Et je pense que c'est cette singularité qui a poussé le PDG d'Orange, Stéphane Richard, à me confier ce poste. Parce que je ne venais pas des télécoms, je n'avais pas fait Polytechnique, je n'avais jamais dirigé une équipe aussi grande à un tel niveau de responsabilité. Néanmoins, je portais un engagement et je portais une expérience qui matchait avec son cahier des charges à un moment où la RSE devient stratégique pour les entreprises et notamment Orange, puisque c'est un axe aujourd'hui de son plan stratégique Engage 2025. Donc, je viens des médias. Et dès le début, j'ai cultivé cette singularité parce que malgré
malgré un système qui a tout de suite voulu me mettre dans le moule. Combien de fois, alors le moule français par exemple, c'était une télévision monochrome, donc j'ai fait ma place au sortir de la meilleure école de journalisme de France, pensant qu'il n'y aurait pas de problème, enfin voilà, mais il y en a eu et j'ai fait ma place, je me suis fait ma place malgré les discriminations, malgré les nombreux obstacles. Et c'est peut-être une deuxième clé que je livrerai ici, c'est ne jamais renoncer au premier échec. Tu vois, quand je passe un casting pour présenter le journal télévisé sur une chaîne d'information continue, alors qu'il n'y avait aucune journaliste de ma couleur, aucune présentatrice, présentateur, que je passe le casting, qu'on m'explique que j'ai été formidable, mais que je suis une prise de risque. Bon, heureusement que je me suis accrochée et que je n'ai pas changé de métier. On ferme une porte, on revient par la fenêtre. Voilà, la fenêtre s'est ouverte sur TV5 Monde, où j'ai là encore été la première journaliste d'origine africaine à présenter le journal international. La singularité aussi, parce que je suis venue comme je suis. Alors, j'ai parfois l'afro et aujourd'hui il était trop fâché comme on dit au Cameroun, donc je suis venue cheveux lisses, mais je me présente aussi en afro quand je participe à des réunions du comité exécutif. Enfin, j'ai toujours été très fière de mon identité et donc voilà, j'ai aussi voulu dans ma carrière présenter avec l'afro. Je portais un bandeau un bandeau en wax et tout le monde me disait mais pourquoi tu ne lisses pas les cheveux, etc. Non, parce que j'avais envie d'afficher ma singularité, donc je ne voulais pas rentrer dans le moule parce que je voulais vraiment, je pense qu'on réussit quand on reste soi. Ça aussi, c'est un message que je tiens à faire passer. Donc cette singularité, je l'ai affirmée, même si malgré toutes les critiques que j'ai pu avoir, alors soit j'étais trop noire pour un poste, une fois on m'a même dit pour présenter une émission sur une chaîne panafricaine, on a dit non, elle est trop française. donc vous voyez, ne rentrez pas dans les moules et restez singulier. Donc j'ai continué qu'à mon bonhomme de chemin dans les médias en essayant d'ouvrir la voie. J'ai aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le réseau que j'ai pu me construire. Mais un réseau, on ne le construit pas de manière intéressée, ça ne marchera pas. Un réseau, il se construit né d'amitiés solides qu'on cultive, né aussi des engagements qu'on porte, et j'ai eu beaucoup d'engagements associatifs qui m'ont permis de rencontrer, de me constituer ce réseau. Mais voilà, pour recevoir, il faut donner. Ça aussi, si je peux livrer ce conseil. Et donc, et finalement, c'est tout le réseau que j'ai accumulé au fil du temps. Les obstacles aussi, ne jamais croire qu'une traversée du désert va s'éterniser. Moi, à un moment, j'ai dû mettre ma carrière entre parenthèses pour m'occuper de mon enfant qui est autiste, Asperger, qu'on condamné à l'hôpital psychiatrique. Je me suis battue comme une lionne. Aujourd'hui, il est scolarisé, il va très bien. Mais c'est vrai que cela m'a coûté en termes de carrière. Mais en même temps, ça m'a aussi donné peut-être l'audace. Et ça, c'est une troisième clé que je livre, pour aller postuler pour un job très loin de mon univers chez Orange. L'audace, parce que quand on soulève les montagnes, on en retire une confiance en soi qui est absolument inébranlable. Donc voilà, mon témoignage peut peut-être paraître, voilà, je n'ai rien préparé, c'est vraiment du partage d'expérience, mais je crois aussi à la spontanéité, je crois à la sincérité, je crois aussi que c'est aussi une manière de défendre des projets pour les entrepreneurs, quand on sent la sincérité du projet, le travail qu'il y a derrière, la capacité de convaincre et aussi une solide capacité d'adaptation aussi. C'est aussi une des clés pour l'entrepreneuriat.
Alors, merci beaucoup, Elisabeth, pour ce témoignage, tout spontané dans lequel nous avons déjà 4 clés qui apparaissent. La notion de cette singularité, c'est de garder vraiment votre singularité, quelque part votre personnalité, votre identité. C'est avoir une relation avec un réseau qu'on va commencer à bâtir, mais alors pas une relation dans laquelle on est dans une attente, donc c'est-à-dire une relation qui est plutôt sereine, ouverte, dans laquelle on se construit, on grandit ensemble. Et puis cette notion d'audace, parce que ce qui était intéressant dans le retour que nous a fait Elisabeth, c'est de se dire que vous n'êtes pas que la personne qui crée l'activité ou que la personne qui incarne le projet qu'elle porte, vous avez aussi tout un écosystème autour de vous qui peut être porteur et soutien dans ce que vous réalisez. Merci Elisabeth pour ce retour. Je vais me rapprocher de Diana qui, elle, justement, on pourrait légitimement se poser la question de savoir, quand on est dans un grand groupe comme la Société Générale, qu'est-ce qui fait qu'un beau matin, on se réveille et on se dit non, je crée ma structure, j'ai une idée, j'ai un projet, je me lance. Alors Diana, ouais, merci Léocadie. Non, mais en fait, vraiment pour faire le lien avec ce que disait Elisabeth, c'est que lorsqu'on crée et lorsqu'on se lance, c'est qu'on est aussi dans un besoin de réalisation de soi-même. On ne crée pas pour les autres, on ne crée pas pour exister, on crée parce qu'on a besoin de se réaliser. C'est-à-dire que moi, j'ai créé parce que, effectivement, alors moi, notamment, j'ai quitté mon job fin 2016. Ouais, c'est ça, fin 2016. Et en fait, moi, j'étais un petit peu dans une conjonction. Donc, j'avais 2 enfants. On s'était pris les attentats de plein fouet. Et moi, ce qui m'a vraiment, mais vraiment, ce qui m'a vraiment, alors déjà, quand on s'est pris première vague d'attentats, ok. Deuxième vague d'attentats, novembre 2015, je suis restée prostrée chez moi pendant 3 jours. Et mon mari m'a dit, mais en fait, tu vas quand même te lever pour aller bosser. Et je me suis dit, on voulait aller faire un footing. Je lui ai dit, non, mais on n'y va pas parce que franchement, je ne sais pas, si on sort là, peut-être qu'on ne va jamais revenir, quoi. On a 2 enfants. Et moi, la question fondamentale qui était la mienne, c'était de dire, quand je me lève le matin et que je pars de chez moi, je comprends que la violence peut arriver jusqu'à chez moi. Mais quand je pars le matin, peut-être que je ne vais pas revenir le soir, mais il faut au moins que j'aille faire un truc qui m'éclate. C'était vraiment ça. Moi, je suis vraiment partie de là. C'était vraiment ma construction personnelle et de dire, bon, ok, en fait, tu sais quoi, Diana, avoir une carrière brillante dans un groupe du CAC 40, être sur un fast track pour faire plein de choses, c'est super. Mais est-ce que ça t'éclate? Et en fait, ça ne m'éclatait pas. Ben oui. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, mais ok, mais du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce qui t'éclate? Et je me suis dit, écoute, moi, j'ai envie, en fait, à un moment de ma vie, je m'étais toujours dit quelque part, après, c'est toujours, on se dit toujours, oh, je vais entreprendre. Puis il y a le confort, et puis il y a les charges, et puis, etc., etc. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, maintenant, Diana, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et donc, maintenant, tu y vas. Et puis, de toute façon, comme dit Elisabeth, tu peux te planter, mais il faut essayer. Il faut essayer, il faut se donner se donner les moyens de ses ambitions, quoi. Alors, c'est intéressant. Merci Diana pour ce partage, parce qu'il y a une notion autour de si j'entreprends, il faut que ce que j'entreprends, ce que je crée fasse sens pour moi, pour que je puisse effectivement avoir cette motivation quotidienne. Il y a une notion autour de réalisation de soi. Alors, bien sûr, entreprendre, c'est quand même un parcours dans lequel on est tout le temps en permanence en train de se re-questionner, de se remettre en question, de remettre les choses en perspective. Et ça appelle forcément à des accompagnements, éventuellement à des personnes. Alors, Elisabeth parlait d'un réseau, mais peut-être que c'est pas que dans le réseau qu'on peut trouver des éléments de réponse. Je me rapprochais d'Aïssatou pour voir de son côté, qu'est-ce qui est mis en place quand vous avez des candidates qui viennent vous voir avec des projets, qui sont peut-être en train de réfléchir, qui sont en train de se dire, non, c'est vraiment ça que je veux faire, et c'est au Sénégal que j'ai envie de le faire, mais qui se posent justement cette question parce que, rappelez-vous, l'entrepreneur, il n'est pas que son produit, c'est aussi une personne, et donc toutes ces interrogations personnelles. Qu'est-ce que vous apportez comme élément de réponse ou comme soutien ou comme perspective à ces entrepreneurs qui viennent vous voir? D'accord, merci Léocadie. Donc, je suis Aïssatou Rassoulgué, je suis responsable de la maison de la PME et la solution que nous proposons à ces entrepreneurs-là, c'est la maison de la PME.
Donc, la maison de la PME est un business center où on propose un accompagnement multidimensionnel. Et l'idée de cet accompagnement multidimensionnel-là, c'est de pouvoir proposer, en plus de l'accompagnement financier, un accompagnement technique. Cet accompagnement technique peut se décliner sur plusieurs streams parce que chaque entrepreneur a ses spécificités, a ses particularités et ses besoins. Et nous, on va venir faire un diagnostic des besoins de l'entreprise pour pouvoir l'aider à grandir. Et à partir de ce moment-là, on va venir dire, avec cet accompagnement multidimensionnel qui a été créé en synergie avec 17 partenaires, parce que nous avons un réseau de 17 partenaires qui œuvrent dans des domaines divers et variés. On peut avoir du private equity, on a du renforcement de capacité, on a de l'ancrage, on a du réseautage, parce que j'ai bien aimé tout à l'heure quand Elisabeth disait utiliser son réseau. Pour les PME ici au Sénégal, c'est avoir accès à l'information sur les marchés, les appels d'offres qui vont se faire. Donc, on utilise le patronat en ayant une approche chaîne de valeur, donc avec les grands donneurs d'ordre, de façon à ce qu'ils puissent dire, j'ai besoin par exemple, de trucs très simples. J'ai besoin d'un menuisier métallique parce que je suis en train de construire mon siège, je veux faire des portes en alu. J'ai besoin de boiserie, un plombier. Donc vraiment, on peut aller sur quelque chose de très terre à terre, mais pour qui certains, ça pose problème pour avoir accès à cette information. Donc, on a noué au moment du lancement de la maison de la PME en novembre 2018, 17 partenaires. Donc là, on est en train d'agrandir la cartographie avec différents domaines parce que maintenant, on a des structures qui se disent, nous, on fait des prestations sur du marketing, sur des études de marché. C'est des choses que ces entrepreneurs-là qui sont souvent très techniques n'ont pas n'ont pas de connaissances et sur lesquelles ils peuvent venir apporter une valeur ajoutée. Et donc, dans le cadre de l'initiative Grow with Africa du groupe, on a créé un des 4 streams, c'est le développement de la maison de la PME et le développement du marché des PME. Et donc, pour ça, on a créé des maisons. Donc, on en a autant au niveau du Sénégal. On en a une et on en a 8 autres en Afrique. Donc, on en a 9 jusqu'au Mozambique. On en a en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vraiment, c'est pour aider justement déjà les entrepreneurs locaux, mais également les entrepreneurs de la diaspora. Parce que le problème principal, ça va être l'asymétrie de l'information. Quelqu'un de la diaspora qui veut venir ne connaît pas les modalités pour la création d'entreprise. Je caricature un peu, mais il y a un fond de vérité. Ne connaît pas les modalités pour la création de l'entreprise, n'a pas les relations avec les notaires, ne connaît pas le dispositif de l'État qui est mis sur les mesures d'exonération, tout ce qui est suspension de TVA, exonération, ou bien même, nous, au Sénégal, on a une zone économique spéciale. Donc, selon certains secteurs, on peut avoir des exonérations de taxes et de TVA pendant 5 ans, 10 ans pour pouvoir développer ces zones-là. Et donc, on a réuni toutes ces informations et toutes ces parties prenantes au sein de la maison de la PME pour qu'on puisse donner l'information et qu'un entrepreneur qui vient de la diaspora puisse savoir quel est le chemin à parcourir pour pouvoir créer son entreprise et évoluer. Merci beaucoup, Aïssatou, pour ce partage. Donc, ce qu'on retient, c'est que vraiment, cette maison des PME, c'est facilitation de l'accès à l'information. J'ai l'idée, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Là, hop, j'appelle la maison des PME et j'aurai effectivement un retour sur tous les éléments techniques qui pourront me permettre de faire ce lancement-là. Monsieur Novo, de votre côté, vous venez aussi simplement en complétude, en complément de ce qui est proposé par Aïssatou. De votre côté, vous avez, avec votre parcours, été plutôt du côté de celui qui accompagne les entrepreneurs à différents niveaux. Est-ce que vous pouvez nous partager justement des clés que vous avez relevées qui permettent justement de faciliter cette implantation à l'étranger, en particulier sur le continent? Merci Léocadie. D'abord, je tiens à dire combien les témoignages qu'on vient d'entendre, tant d'Aïssatou que d'Elisabeth ou que Diana, sont très clairs. Et je veux dire, tout est quasiment dit. J'ai peu de choses à ajouter, tellement les idées simples, les fondamentaux de l'entrepreneuriat ont été exprimés. Je vais vous dire comment et quels sont les moyens que nous mettons en œuvre.
Souvent, on nous dit je ne trouve pas de financement, je ne trouve pas les moyens pour financer mon projet, etc. Mais ce n'est pas la bonne question. Il y a qui autour de vous? On l'a entendu, la puissance du réseau. Vous savez quel est le premier élément qui empêche un entrepreneur de se projeter ou de réussir? On a fait tout un tas d'études sur ce sujet. La réponse est la solitude. Ce n'est pas le financement. C'est le fait d'être seul et d'hésiter à un moment où on a besoin de confiance en soi. Et tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est de faire le ciment de cette confiance en soi. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant? Et pourquoi pas ce projet? Eh bien, tout ce que nous faisons avec nos outils d'accompagnement, de financement, de garantie, ça vise à réunir les conditions du pourquoi pas moi. C'est ça que nous faisons chez BPI France. Alors, on dit on est une banque publique, on a des moyens, on met du capital, on met du prêt, on met des garanties. Tout ça, c'est stérile quand c'est posé sur une étagère. Ça ne sert à rien. Ça n'a de sens que si on comprend un projet qu'on construit ensemble, que si on met ce projet à la portée de ces outils-là, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment, avec intelligence, je vais pouvoir m'entourer des bonnes compétences, attirer les meilleurs talents, aller chercher les bons réseaux, comme on vient de l'entendre avec la Maison des PME, aller chercher les bonnes ressources sur le territoire français. Et nous venons d'ailleurs, et je vous invite à la parcourir, de produire une étude sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin dans la diaspora et, plus loin que ça encore, dans les quartiers prioritaires de la ville. Et on retient, alors je ne vais pas inventer quelque chose d'extraordinaire, je vais vous dire les choses simplement. Si vous êtes une femme chef d'entreprise dans les quartiers prioritaires de la ville ou en général issue de la diaspora, c'est au moins 2 fois plus difficile que les autres, vous êtes 2 fois moins nombreuses que les autres et vous avez beaucoup plus de difficultés à accéder à de l'information ou à des outils de financement. Ça, c'est une réalité. Alors, c'est statistique, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est des moyennes, et les réalités sont très disparates d'un spot à l'autre, mais nous luttons contre ça. Nous avons créé avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique un process qui s'appelle le Pass Africa. Le Pass Africa, ce n'est pas un financement, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une subvention. Le Pass Africa, c'est un accompagnement. Vous aurez tous les dispositifs possibles à mobiliser une fois que vous aurez compris comment les mobiliser et qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Mais si on ne fait pas ce chemin préparatoire pour essayer de déminer ce qui peut poser problème dans le recours à différents dispositifs, ce coaching, ce mentorat, cet accompagnement, il est indispensable pour déminer un terrain, baliser une trajectoire et vérifier comment mon projet, je peux le rendre viable. On peut avoir les meilleures ambitions et il en faut. Vous êtes beaucoup plus déterminés que les autres. Ça, c'est clair et c'est dans les statistiques. Vous avez une discipline d'exécution. On le voit également dans les statistiques. Pas que dans les statistiques, je le vois tous les jours, y compris dans notre entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une réalité de l'entrepreneuriat au féminin, qui plus est dans la diaspora, qui plus est dans les quartiers prioritaires de la ville. Et si on ajoute à ça le fait d'entreprendre entre les 2 continents, eh ben, c'est encore 2 fois plus dur, parce que c'est 2 réalités différentes. Parce que c'est 2 projets différents, parce que c'est des économies, des contextes juridiques, etc. différents. Et donc, il faut adapter les ressources que l'on met en face. C'est ça le Pass Africa. C'est un fast track, un accompagnement personnalisé, une mise en valeur parce qu'il faut héroïser celles qui réussissent et qui entreprennent pour montrer que c'est possible. C'est pas facile. Il faut dire la vérité. C'est un chemin qui est semé d'embûches, qu'on arrive à outrepasser parce qu'on est entouré, parce qu'on est solidaire, parce qu'on est accompagné. C'est cette solidarité et ce réseau qui va vous aider à grandir. C'est ça que nous faisons. Après, vous aurez accès à tous les dispositifs qui existent. Et ma recommandation, si vous m'en demandez une, si on veut réussir à faire pousser et faire germer cette confiance en soi qui fait les entrepreneurs, vous savez, on dit souvent, nous, on voit les entrepreneurs en réalité augmentée. C'est-à-dire, on devine en travaillant avec eux ce qu'ils peuvent devenir et qu'ils ignorent. Ça, c'est la première chose. On les voit comme des artistes. Et on essaie d'être les impresarios de ces entrepreneurs. On essaie de leur rendre et de réunir les conditions pour qu'ils grandissent. Vous voyez, quand je vous dis ça, je ne vous parle pas d'une banque. Je ne vous parle pas des outils de crédit. Je vous dis juste que ça viendra après. Une fois qu'on aura posé toutes ces bases et qu'on aura révélé tout le potentiel caché que souvent certains entrepreneurs, avec un E, ignorent, par timidité parfois, en me disant que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'entourage, ce n'est pas le moment, il y a trop de risques, j'ai trop d'enjeux personnels, j'ai une situation compliquée financièrement. Il y a toujours un curseur pour dire « ne le fais pas ». Eh bien, on essaie de déminer ces curseurs les uns après les autres pour rendre possible ce qui paraissait impossible.
Merci, Monsieur Novo. Je vais rebondir justement sur ce que vous avez dit pour aller questionner Diana et je reviendrai ensuite vers Elisabeth par rapport à ce qu'Orange peut justement proposer en termes d'accompagnement. Diana, donc vous quittez l'entreprise, vous quittez un parcours brillant, vous créez votre structure. Quand vous entendez les propositions de Monsieur Novo, vous faites un peu retour en arrière, un flashback. Qu'est-ce qui vous a manqué ou qu'est-ce que vous auriez aimé avoir justement peut-être pour faire en sorte que cette activité soit créée ou lancée plus tôt, différemment, autrement? Alors déjà, pour rebondir sur ce que dit Monsieur Novo, il se trouve que moi, en tant que fondatrice avec Zalis, je suis lauréate du Pass Africa. Voilà. Donc, je fais partie de la première promo de 20 startups qui a été shortlistée par le CPA pour justement faire partie de cette cohorte. Et en fait, ça me paraît d'autant plus important et vraiment, pour le coup, je suis vraiment complètement en ligne avec Monsieur Novo sur plusieurs sujets. C'est que le principal frein à l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur lui-même. Et en fait, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que trouver des financements, et je ne dis pas que ce n'est pas difficile, je ne dis pas que c'est simple. Et effectivement, quand on est issu de la diaspora, c'est plus compliqué. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais comme d'habitude, les gens qui financent sont des gens qui ne nous ressemblent pas forcément. Donc, il y a des mécanismes d'identification qui ne s'opèrent pas, etc., etc. Ça, ce sont des choses qu'on sait, c'est un état de fait, mais en fait, ça ne doit pas bloquer et ça ne doit pas freiner l'ambition et l'envie des entrepreneurs d'y aller. Je pense qu'effectivement, on est sur un marché qui est très sédimenté, avec des mécanismes d'identification qui sont très forts. Et puis donc, effectivement, c'est peut-être beaucoup plus difficile pour quelqu'un issu de la diaspora ou d'une minorité de se faire correctement financer. Mais en fait, ça ne suffit pas pour ne pas y aller. Et le fait qu'aujourd'hui, justement, le CPA se soit saisi de ce sujet-là et se dise, mais en fait, le problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est que le tissu entrepreneurial français, et sachant que moi, je vous dis ça, mais au-delà d'être entrepreneur moi-même, je suis aussi membre de board de France FinTech, de certaines associations de place. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est que le tissu entrepreneurial français, lorsqu'on regarde, ne reflète pas la France. Oui. Et donc, la question qu'on se pose, c'est de dire, mais comment on fait pour que finalement, on ait une représentativité qui soit un petit peu équivalente dans toutes les strates et dans tous les différents métiers. Et je pense que le Pass Africa va aussi faire ça. Et en fait, il y a deux sujets. C'est que moi, je mentore beaucoup des gens. Et d'ailleurs, justement, dans le Pass Africa, on va lancer un nouveau chemin qui va être le mentorat des gens qui sont issus des quartiers populaires de la ville. Et donc, moi, je vais aussi mentorer des gens au-delà de gérer mes propres sujets d'exécution sur ma boîte. C'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de rôle modèle, comme disait Monsieur Novo. C'est qu'en fait, il n'y a pas… C'est-à-dire que moi, je vois des jeunes qui me disent « mais en fait, ce n'est pas possible ». Je leur dis « mais bien sûr que c'est possible ». Mais en fait, pour eux, ce n'est pas possible parce qu'ils ne voient pas. Alors, ils ne voient pas. Il n'y a pas d'incarnation. Et en fait, c'est vrai que quand il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de mécanisme d'identification. Oui, on va chercher ces rôles modèles à l'étranger, dans les autres terres, alors que finalement, elles existent, sauf qu'elles ne sont peut-être pas visibles. Donc, c'est un peu paradoxal. Peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment mises dans des échanges, dans des débats. Peut-être que leurs réalisations ne sont peut-être pas suffisamment promues. Et peut-être que là, l'idée, c'est peut-être un point aussi un questionnement important à avoir, c'est comment assurer cette promotion-là, ces différentes recommandations, mettre en lumière ces réalisations, les porter au grand jour pour que justement ce mentorat prenne sens, ce coaching prenne sens, toutes les actions qui sont entreprises. Aujourd'hui, elles sont abordées sous cet aspect économique, financier, et on le voit bien là avec les différents échanges que ce n'est pas le point central. Cette solitude de l'entrepreneur, le développement de la confiance en soi, la capacité à nouer les bonnes relations, c'est les segments, c'est les bases qui vont permettre justement d'aller plus loin. Et donc, je voulais voir avec Elisabeth Choungi, qu'est-ce qui a été mis en place du côté de chez Orange en termes d'initiatives,
même avec les activités annexes aussi que vous avez. Vous faites, voilà, vous êtes administratif de ce club du 21e siècle, Think Tank Do Tank, qui parle justement de l'exemplarité des parcours, de l'excellence. Comment est-ce que vous mettez, j'allais dire, dans ces deux environnements-là, comment vous faites le choix, comment vous accompagnez, comment vous valorisez des parcours? Alors, côté Orange, nous avons un prix de l'entrepreneuriat social dans plusieurs pays d'Afrique où nous sommes présents. Nous avons donc pu accompagner des lauréats, mais également des lauréates. Et on voit bien que les projets vraiment, les domaines très porteurs aujourd'hui sur le continent sont liés à l'e-santé, à l'e-éducation, à l'e-commerce, donc où le numérique a vraiment un rôle important. Et ce sont vraiment ce sont les projets les plus ancrés dans les réalités, dans l'écosystème local qui fonctionne le mieux. Donc c'est vraiment très important de bien se renseigner sur les besoins locaux avant de lancer son projet. Donc, j'ai aussi pu constater, et c'est peut-être une stratégie aussi, qui est peut-être la stratégie du pas à pas, combien une expérience au sein d'une entreprise ancrée sur le continent comme Orange pouvait servir de rampe de lancement pour après sauter le pas et créer son entreprise. J'ai échangé avec des femmes qui ont eu ce parcours au sein du groupe, et c'est vraiment un parcours, parce que ces grands groupes tournés vers l'Afrique peuvent être un vrai pont. On a des parcours au sein du groupe de jeunes qui sont rentrés dans le groupe via des partenariats avec des associations ancrées dans la politique de la ville, comme Nos quartiers ont du talent, par exemple, qui ont fait leurs premières armes en France, donc des jeunes de la diaspora, donc qui ensuite ont eu l'opportunité de poursuivre leur parcours dans un des pays d'Afrique où Orange est présent. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant, parce que pour nous, on se rend compte que ces jeunes issus des diasporas ont un truc en plus qui facilite le relationnel avec les équipes sur place. Et eux, après, développent une connaissance du marché, se créent un carnet d'adresses, et donc là, les conditions sont réunies avec la bonne idée après pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, nous avons vraiment une politique de sourcing dès les grandes écoles, où on repère les alumni issus de la diaspora. On croit beaucoup à ces jeunes qui font le pont, hein, alors soit par l'entreprise, soit justement par l'entrepreneuriat. Et donc, pour dire un mot du club 21e siècle, donc c'est un club qui promeut la diversité en entreprise. Et donc là, c'est encore le principe vous me posez la question comment on intègre ce club. Alors, c'est vraiment le principe du donnant-donnant, c'est-à-dire ce qu'on demande aux membres qui souhaitent nous rejoindre, c'est de s'impliquer dans un des programmes que nous développons. Et parmi ces programmes, nous avons un programme qui s'appelle Révélateur pour les jeunes femmes qui sont confrontées à un double plafond de verre dans l'entreprise, mais c'est un programme aussi qui peut tout à fait être appliqué à des jeunes entrepreneurs où nous leur offrons du coaching, du mentoring pour justement affiner le projet, développer la confiance en soi, savoir comment se positionner, savoir comment présenter son projet, et vraiment, voilà, les clés pour la confiance. C'est vraiment l'objectif de ce programme révélateur au sein du Club 21e siècle. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce retour. C'est parce que du coup, ça permet d'avoir finalement à l'idée deux choses. Hein. C'est que ceux qui veulent entreprendre ont intérêt, en tout cas on leur recommande vivement, de se rapprocher des organismes ou des organisations qui ont déjà des produits, des approches d'accompagnement existantes et qui ont dans le même temps le souci d'accompagner l'individu dans sa réalisation de son projet à titre, j'allais dire, humainement parlant et pas que techniquement parlant. Il y a une autre dimension qui va être aussi importante d'explorer, c'est dans ce que nous avons vu sur cette première partie de l'échange,
on s'est beaucoup, alors on s'est centré sur vos parcours parce que ça nous a permis d'apporter justement des clés sur la notion de singularité, sur l'audace, sur la solitude de l'entrepreneur, sur le fait que le réseau reste quelque chose d'important, sur l'importance d'avoir un niveau d'information adapté, adéquat. Et là, on se retrouve, et j'imagine que c'est un peu les questions que se posent aussi nos auditeurs, avec ce que j'appelle les casse-têtes du choix de la décision. C'est si je suis un entrepreneur aujourd'hui. J'habite en France, au Canada, en Italie. Et là, je me dis, il y a plusieurs choses qui se présentent à moi. Est-ce qu'il faut que je rentre dans mon pays d'origine ou bien est-ce qu'il faut que j'aille entreprendre dans un autre pays? Parce qu'on le sait bien, nul n'est prophète dans son pays, donc ce n'est pas forcément très simple de réussir à construire quelque chose sur ses terres d'origine. L'autre élément, c'est j'ai un business qui tourne bien ici. Est-ce que je fais un copier-coller de mon business directement en local et ça marchera? Elisabeth a donné certains éléments de réponse. C'est de bien s'assurer qu'il y a une demande réelle et pas une projection de ce qu'on souhaite. Il y a aussi également l'histoire des freins et qu'on ne peut pas éluder, les freins culturels, les freins en termes d'éducation aussi, les freins de la coutume. Et donc, par rapport à ces éléments-là, comment, du côté de la Maison des PME, vous y répondez? Et puis, je voudrais bien, peut-être, Elisabeth, aussi à ce moment-là, d'avoir des illustrations sur des choses qui peuvent être des freins qui, finalement, quand l'idée est lancée, quand elle est financée, quand la logistique est assurée, peuvent être le premier barrage au développement ou à l'expansion de nos entrepreneuses sur le continent. Aïssatou? Oui, merci Léocadie. C'est une question très pertinente et je suis totalement en phase avec Elisabeth sur le fait de s'assurer que la demande existe bien et que ce ne soit pas une projection. Ce que nous faisons, c'est pour ça que là, on veut étoffer un peu plus les partenariats pour aller sur ceux qui peuvent proposer des études de marché, pour pouvoir vraiment aider et conforter les entrepreneurs là sur la réalité du terrain et sur la véracité du besoin pour pouvoir être sûr de ne pas se prendre le mur. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous les accueillons en fonction des secteurs, parce qu'on a quand même une approche sectorielle. Et sur notre plan stratégique 2021-2025, on a identifié 10 secteurs prioritaires. Mais ça ne veut pas dire que les autres secteurs ne sont pas pris en compte. Mais ce sont des secteurs sur lesquels on est sûr qu'il y a de la valeur ajoutée et que, en termes de stratégie au niveau étatique, il y a beaucoup de mesures et de dispositions qui vont permettre la facilitation de cet entrepreneuriat-là. Chez nous, par exemple, l'agriculture est quelque chose sur lequel l'État du Sénégal compte beaucoup, mais on ne va pas se limiter, on ne va pas dire à un entrepreneur allez juste faire de la plantation et puis vous vendez la récolte. On va lui dire, vous savez, sur la transformation alimentaire, vous allez avoir plus de valeur ajoutée. Donc, si vous avez besoin de faire ça, on peut vous mettre en relation avec le bureau de mise à niveau. On va vous mettre avec l'Agence sénégalaise de la promotion des exportations pour que vous puissiez avoir toutes les informations sur les normes sanitaires et phytosanitaires relatives à l'exportation. On peut vous mettre avec des structures qui peuvent vous aider sur tout ce qui est conditionnement. Et puis, nous, on vient avec le financement pour les intrants et le matériel. On vous met en relation avec l'Agence de la promotion des investissements pour que vous puissiez avoir un domaine. On a deux possibilités, ou bien vous avez un terrain directement dans la zone économique spéciale pour que vous puissiez cultiver. Si cette zone qui commence à être très prisée et prise et que vous n'êtes pas suffisamment sûr, on a des domaines agricoles communautaires où on vous met à disposition la terre, vous pouvez cultiver et là, ça vous permet de faire 1, 2, 3 opérations pilotes de façon à ce que l'entrepreneur ait confiance en son projet et qu'il voit bien qu'il est porteur pour pouvoir scale up et aller passer sur une autre étape. Donc, on travaille beaucoup avec les partenaires. Et voilà. Et comme le disait Monsieur Novo, la finalité du financement, vraiment, c'est en bout de chaîne. Donc, tout ce qu'on fait, c'est faciliter l'accès au financement, mais on aide à grandir. On diagnostique les freins à l'évolution de l'entreprise et on propose un curriculum design avec tous nos partenaires, avec tous nos partenaires, selon le secteur, pour pouvoir aider cette entreprise-là à se structurer. Et puis, en bout de chaîne, là, on va venir parler chiffres et banques, mais vraiment, c'est à la fin. Donc, c'est un peu de la RSE, c'est vraiment de la RSE, c'est une initiative RSE à laquelle on tient vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Aïssatou. Alors, j'ai
un feedback à faire à Monsieur Novo. Parce que là, je regarde en même temps que vous êtes en train de partager vos retours, les questions qui commencent à arriver. C'est formidable que vous puissiez oser dire la réalité sur les difficultés qu'éprouvent les femmes en général dans l'entrepreneuriat et encore plus celles qui sont issues des diasporas et des banlieues avec cette clarté-là qui permet justement encore une fois, d'encourager ces initiatives-là. Une question aussi que je vous adresse, c'est comment dans vos activités au quotidien, finalement, vous choisissez ces candidats. Est-ce qu'ils viennent spontanément? Est-ce que vous avez des critères d'accompagnement? Est-ce que c'est des gens qui peuvent être encore en poste en entreprise, qui vont être ceux qui vont être accompagnés par vous? Comment est-ce que vous réalisez un peu ces accompagnements-là au-delà du PASS? Oui. Merci, c'est un très, très bon point. D'abord, c'est effectivement une réalité que vous citez, c'est que, à la différence des hommes qui lancent une activité économique ou qui deviennent chefs d'entreprise, les femmes sont beaucoup plus salariées dans leur vie précédente que les hommes. C'est là aussi un constat qui traduit la situation que vous décrivez. Est-ce que je maintiens mon poste dans mon entreprise, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de réalités différentes d'abord. Il n'y a pas une recette, c'est du cas par cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ont des procédures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, à l'essaimage. Il y a des entreprises qui favorisent l'établissement de projets entrepreneuriaux en donnant des moyens, en donnant du temps, c'est-à-dire du mentorat interne, du coaching interne avec le CFO, avec la direction marketing, etc. Et plus l'entreprise est grande en général, et plus elle a des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises pour des salariés et ES. Et donc, déjà, ces réalités sont différentes. Ensuite, sur le Pass Africa, notre ambition du Pass Africa est que plusieurs dizaines d'entrepreneurs par an, alors on essaie d'équilibrer hommes, femmes dans les promotions. Au passage, c'est pas si simple que d'avoir une densité de candidatures qui réunissent parfaitement équilibrées, de manière équilibrée, autant d'hommes que de femmes. Il y a parfois un peu de timidité, parfois des projets qu'on ne voit pas arriver, parfois des projets qui ne sont pas vécus comme assez matures, qui pourraient peut-être y prétendre. Ce que nous voulons, il faut savoir que le Pass Africa s'inscrit sur 3 démarches proposées dans le cadre des mesures de soutien à la diaspora, qui sont les suivantes. La première, c'est l'accès à l'information, vous l'avez dit 10 fois, j'y reviens pas, c'est-à-dire un moteur de recherche dans lequel, à partir du site du CPA, les entrepreneurs, quels qu'ils soient, vont pouvoir aller chercher « je suis entrepreneur dans telle région avec tel projet d'entreprise, à quoi je peux prétendre ?» Et vous allez avoir une liste. Après, vous allez pouvoir travailler cette liste et essayer de voir si oui ou non vous pouvez mobiliser ces ressources. Le deuxième point, c'est le réseau social avec une plateforme digitale qu'on appelle Euroquity, dans laquelle les lauréats du Pass Africa et en général les entrepreneurs de la diaspora peuvent se retrouver et accéder à de l'information. Tout ça est très nouveau. Et puis, troisièmement, il y a le Pass. Et le Pass vise à accompagner quelques dizaines d'entrepreneurs par an qui répondent à un appel à candidature que nous allons lancer pour la prochaine promo ou batch, comme on dit dans le monde des startups, dans quelques semaines et qui visera à sélectionner avec un jury constitué tant à la fois d'entrepreneurs charismatiques qui ont déjà eu une réussite avérée que des institutions comme BPI France, l'AFD, Business France. Et nous allons nous réunir pour, parmi ces lauréats, en choisir quelques dizaines. Chaque année, pour eux, ça sera tapis rouge. Tapis rouge pour les accompagner personnellement sur le terrain, s'assurer qu'ils soient prioritaires dans les instructions, que les dossiers soient traités plus rapidement que les autres et que nous puissions nous assurer aussi qu'ils aient pu bénéficier des dispositifs qui sont à leur portée. Et si jamais ça ne rentre pas dans les cases, eh bien, on fait un travail ensemble pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre dans l'entreprise pour qu'on puisse réussir à mobiliser les ressources que l'État français peut mobiliser pour les soutenir. Donc, j'ajouterai juste un dernier point là-dessus, c'est, vous avez parlé de diaspora et des freins qu'il peut y avoir par rapport à la diaspora. Mais c'est aussi une chance. Moi-même, je suis un enfant de la diaspora lusitanienne. J'ai des parents qui ont migré en France dans la génération précédente. J'y ai grandi, j'y ai fait mes études et j'ai eu mon parcours qui m'a conduit dans cette maison où je travaille depuis 20 ans. Vous voyez, la fidélité, c'est aujourd'hui une valeur rare dans l'entrepreneuriat ou les entreprises. Ça fait 20 ans que je suis dans la même institution et je me régale. Eh bien, c'est une chance d'être biculturel. C'est un capital énorme. Ça a une valeur formidable d'ouverture d'esprit, de richesse de culture, d'intelligence de situation. Il faut en avoir conscience, il faut le cultiver et il faut s'en servir. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas un gage, comme vous l'avez dit, qui va vous ouvrir toutes les portes. Ça doit vous aider à comprendre mieux les situations, à mieux les cerner. Et bien sûr qu'il faut devenir local
y compris et surtout quand vous êtes de la diaspora, parce que vous avez tendance à oublier parfois des aspects culturels que vous pensiez acquis et qui ne le sont pas forcément. Et quand vous revenez pour entreprendre, vous n'êtes pas forcément vu comme un local. Et donc, je le vois bien, moi, à mon échelle sur le Portugal, avec ceux qui m'entourent, et je l'imagine très bien sur le continent africain parce que c'est une réalité. Et donc, on vous voit arriver un peu comme l'Américain avec beaucoup de moyens, et on va vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Non, pas du tout. Il faut adapter les services, adapter les produits, devenir un acteur local, réussir à transformer l'entreprise pour qu'elle apparaisse comme une entreprise sénégalaise au Sénégal, ivoirienne en Côte d'Ivoire, et pas une entreprise française qui fait une filiale. Ça ne marche plus. Et donc, s'il faut apparaître, c'est comme être finalement un entrepreneur qui va reconnaître les talents locaux, qui va faire monter en compétences les managers locaux, qui va réussir à investir en créant du stock, des emplois, du marketing, de la valeur ajoutée et de transformation localement, avec un savoir-faire qui est né peut-être sur le territoire français ou en Europe. La bonne nouvelle, c'est que les moyens financiers pour faire ça, eh bien, ça existe. On sait faire du financement pour injecter dans des projets en Afrique. On sait faire des garanties pour couvrir ce que vous allez injecter dans votre projet africain en filiale. Mais la filiale pure qui s'installe et qui ne fait pas travailler les entreprises locales ou qui ne s'associe pas à des acteurs locaux, je pense que les entrepreneurs présents peuvent en témoigner, c'est beaucoup plus dur et ça le sera de plus en plus. Le partage de compétences, le transfert de savoir-faire, la montée en compétences des managers locaux, le transfert du know-how, ça c'est essentiel. Merci beaucoup, Monsieur Novo. On est là sur une approche autour du management, un peu finalement du projet qu'on va… Un dernier conseil, si vous me le permettez. Oui. Celui-là, il vaut de l'or. Quand vous vous développez à l'international et que vous allez… Alors, sur le continent africain, peut-être plus qu'ailleurs. C'est aussi vrai aux États-Unis, d'ailleurs. Que vous fassiez un projet à Dakar, Abidjan, New York, c'est pareil. Dites-vous bien que ça sera 2 fois plus long et que ça vous coûtera 2 fois plus cher ce que vous aviez en tête. Donc, quand vous avez un projet qui vous projette sur une démarche d'implantation, de développement sur le continent africain, par exemple, surfinancez vos projets. N'allez pas juste lever ce dont vous avez besoin pour l'instant T. Voyez grand. Voyez beaucoup plus grand que ce que vous aviez anticipé. Ce n'est pas grave si vous ne consommez pas tout, mais surfinancez vos projets parce que les aléas, vous allez en avoir plein. Et vous allez vivre dans la tension. Alors, certains vous diront, il faut mieux vivre dans la tension, ça apprend à être frugal. Oui, mais enfin, il vaut mieux avoir un peu de sécurité et au moins un coup d'avance. Absolument. Merci beaucoup. Alors ça, c'était le grand partage, le grand point clé. Cette notion autour de finalement, quelque part, ça rejoint un peu cette notion d'ambition qu'a l'entrepreneur. Hein. C'est de ne pas voir petit, c'est de donner toutes ses chances à son projet de voir le jour. J'ai différentes questions qui arrivent. Alors, je vais les reprendre pour que ceux qui nous les ont posées puissent au moins avoir des premiers éléments de réponse avant qu'on se quitte. Alors, j'ai des réponses qui sont très simples. J'ai une question pour madame, de la part de Josiane Mavungu pour Aïssatou. Est-ce qu'il y a une maison de la PME au Gabon, oui ou non? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Nous ne sommes pas présents au Gabon. Très bien. Donc, si elle a besoin d'informations complémentaires, elle peut au moins vous joindre parce que, de par les études que vous avez faites sur le territoire, elle peut peut-être avoir des premiers éléments de réponse. J'ai une question de Ndiaye Babou. Oui, et juste une précision. Au niveau du groupe Société Générale, on est organisé en régions. Donc, on a la partie Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Je pense qu'il y a un certain nombre de réglementations qui sont communes. À ce moment-là, je pourrais la mettre en relation avec la région centre et est qui pourra lui donner toutes les informations. Très bien, merci beaucoup. Donc, Josiane, vous avez votre réponse. J'ai une question. Alors, elle concernait, je pense que Monsieur Novo, vous avez amené des éléments de réponse, mais en un mot, hein, pour bénéficier du Pass Africa de la BPI, ils cliquent où, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, le Pass Africa, d'ailleurs, il a été pensé avec BPI, mais il est bien plus large que BPI. Hein, c'est-à-dire que c'est un Pass Africa qui vise à associer différentes institutions. Peut-être un jour la Société Générale, d'ailleurs, j'y pense. Nous avons de très bonnes relations et un partenariat structurant sur l'Afrique avec la Société Générale, qui est d'ailleurs une très bonne banque. Il y en a d'autres aussi, hein, mais bon, comme vous êtes là, je suis obligé de le dire. Mais, et c'est vrai. By the way, sur le Pass Africa, l'appel à candidature sera mis en ligne sur le site de BPI France, sur le site du CPA dans les prochaines semaines. Nous essaierons d'officialiser la prochaine promotion avant l'été, donc le sommet des entrepreneurs du 8 et 9 juillet avec le président de la République à Montpellier. Et nous aurons chaque année une promotion d'une vingtaine d'entreprises qui feront partie de ce Pass Africa. Pour tous les autres, il y a le reste qu'on a déjà cité et des programmes comme la communauté sur Rockouti et bien évidemment les moteurs de recherche que vous pouvez trouver.
Les questions que vous auriez d'ailleurs au passage sur le pass, sur les outils, sur tout ce que je n'ai pas dit, eh bien, vous avez Nora qui est en ligne et qui suit les débats, qui est basée à Abidjan, Nora Wabi, et qui sera ravie de vous éclairer concrètement sur des sujets d'entreprise que vous auriez en Afrique subsaharienne. Merci, Monsieur Nouveau. Alors, j'ai 2 questions pour Elisabeth. La toute première qui est très simple, hein, c'est comment on fait pour rejoindre le club du 21e siècle. Donc, celle-ci. Et puis, j'en ai une autre qui est plus relative à l'œuvre d'Orange aujourd'hui, hein, comment l'entreprise agit aujourd'hui. Donc, je vais vous lire la question. Hein. Donc, elle dit déjà dans un premier temps, sujet passionnant. Ma remarque pour Orange, les prix ou financements se font souvent pour les entreprises qui ont démarré sur 2 ans avec un chiffre d'affaires. Le risque réel d'accompagner l'entrepreneur sur son idée de projet n'existe pas et c'est cela le besoin. Lancer le projet, quels sont les mécanismes existants qui accompagnent quelles sont les étapes que vous accompagnez justement dans ce lancement de projet et peut-être donner envie à Awa de rejoindre une des cohortes qui sont aussi les vôtres chez Orange. D'accord. Alors, sur le club 21e siècle, c'est très simple. Il y a une page LinkedIn avec les contacts et il faut écrire une lettre de motivation, décrire son parcours, ses motivations. Vous verrez la panoplie des programmes de mentoring que nous avons. Nous avons aussi des programmes à destination des jeunes, du soutien scolaire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner du temps pour s'engager sur un des programmes parce qu'il y a un volet, effectivement networking qui est important au sein du club, mais il faut donner de son temps aussi pour les autres. Donc, mais c'est très simple et après la candidature est examinée par 2 membres du conseil d'administration. Vous êtes reçus, mais voilà, c'est assez simple. Concernant l'accompagnement des entreprises, on les accompagne vraiment à différentes étapes. Hein. Parfois, alors nous avons un programme qui pour l'instant est plutôt dédié aux jeunes sur le continent, qui consiste qui est dans le cadre de nos Orange Digital Center que nous déployons dans toutes nos géographies et qui sont des lieux uniques d'accompagnement au numérique, alors du codage pour les jeunes jusqu'à l'accompagnement de start-up qu'on peut accompagner dès le prototypage pour celles qui ont besoin de prototyper un projet avant de le développer. Je pense à un jeune que nous avons accompagné qui a lancé une start-up qui produit des couveuses adaptées aux conditions climatiques locales, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Eh bien, il a pu prototyper d'abord son projet et ensuite nous l'avons accompagné vraiment sur la phase de lancement. Donc, il y a différentes étapes selon les programmes. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, ça vient effectivement clôturer et illustrer l'ensemble des modalités d'accompagnement, le choix aussi des personnes que vous avez les uns les autres envie d'accompagner, ce partage d'expérience, ce retour d'expérience, donner du sens aussi à son projet pour qu'il trouve un bon accueil sur le territoire. Et puis, ne pas oublier qu'à partir du moment où, et on les met sous des mots que j'aime pas beaucoup, mais c'est comme ça qu'on les qualifie, hein, est-ce que je suis un repat, est-ce que je suis un expat, et comment j'arrive et comment je me réintègre. Et c'est aussi un point clé qui va être important d'aborder avant de clôturer notre webinaire, c'est comment les uns les autres, ou les unes les autres, avez-vous fait pour justement recréer des liens qui soient des liens sincères, honnêtes, parce que dans beaucoup de témoignages qu'on a au niveau des entrepreneurs, au niveau des start-upers, ceux qui ont fait le choix d'y aller, entre guillemets, tout seuls, se sont heurtés à toutes ces difficultés administratives, d'informations dont on a parlé, mais se sont aussi également heurtés à des formes d'entraide superficielle qui finalement se sont révélées creuses sur la durée. Est-ce que vous auriez 1 ou 2 conseils à leur donner pour prévenir ça ou peut-être se relever de ça parce qu'il y a forcément la notion d'échec qui est en lien, il y a la notion d'énergie, il y a la notion d'investissement. Quel serait le mot que vous pourriez leur donner pour leur donner envie d'aller plus loin, de dépasser ça et de ne pas se dire que j'ai essayé, je ne sais pas, au Gabon et c'était pas bon, et j'ai essayé au Sénégal et c'était pas bon, et en fait, je ne retourne plus en Afrique. Et pourtant, il y a beaucoup à faire.
je vous laisse choisir. Qui veut bien prendre la parole? Donc, Allez, je me lance si vous voulez. oui. L'entrepreneuriat, et qui plus est quand on a un projet qui est lié au continent africain, c'est du sport de haut niveau. C'est-à-dire, on ne le fait pas à moitié, on le fait totalement. Ça, je suis réservé sur je fais un peu un projet tout en gardant le salariat, c'est très difficile de le faire comme ça. Il faut le faire à fond. Ça va vous prendre beaucoup d'énergie. C'est un vrai marathon. Et c'est un marathon qui dure 42 km par principe, avec des murs et plein de murs qui vont vous mettre dans le dur. Ça va être difficile. Il y a des moments où vous allez douter. Plus vous serez entouré, moins vous douterez. Le doute, ce n'est pas très grave. Vous avez le droit de douter. Vous avez le droit de vous inquiéter. Vous avez le droit de dire je ne vais peut-être pas y arriver. C'est un moyen de se sécuriser. Mais vous avez aussi besoin d'avoir ce grain de folie qui caractérise l'entrepreneuriat. C'est-à-dire cette prise de risque, ce déséquilibre avant. Il ne faut pas avoir peur du déséquilibre avant. Il y a plein de gens qui veillent sur vous. Il y a plein de gens qui vous tendront la main. Plus vous êtes entouré et plus ça sera le cas. Donc, n'ayez pas peur. Soyez déterminés, soyez disciplinés dans l'exécution du projet et tenez-vous avec rigueur à vous entourer bien comme il faut, comme on l'a dit aujourd'hui. Il existe plein de réseaux, je ne veux pas dire qu'il y en a un meilleur que les autres, il y en a plein qui vous aideront à briser ce qui est le principal frein à l'entrepreneuriat, la solitude. Merci beaucoup, Monsieur Novo. Je vais faire donc le tour d'écran, puisque je vois vos visages s'afficher, pour avoir justement votre tour, voilà, votre mot de la fin, pour donner envie de dépasser cet échec. Alors, pendant que l'une d'entre vous se décide à prendre la parole, je partage justement un retour de toi qui nous dit super ce premier opus, avec des intervenants de qualité, une vraie dose d'empowerment. Continuons. Alors, Diana. Alors, moi, je veux bien enchaîner par rapport à ce que disait Pedro, c'est que, en fait, c'est vrai, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. C'est une course de fond et elle ne peut pas se faire à moitié. On ne peut pas entreprendre entre 18h et 22h. En fait, lorsqu'on entreprend, on s'y met à fond. Et en fait, on prend son risque. Et il faut prendre son risque parce que, en fait, le problème, c'est que lorsqu'on entreprend, on est porteur d'un projet. On ne peut pas fédérer, on ne peut pas se créer un cercle autour de soi si on n'est pas soi-même à 150% sur le sujet. C'est hyper difficile de demander à des gens de vous suivre si vous n'êtes pas à fond sur le sujet. Donc, c'est vrai que, en fait, on ne peut pas entreprendre en tant que dilettante. Ce n'est pas possible. On entreprend, on y va, on prend son risque et puis ce n'est pas grave. Alors après, c'est vrai qu'en France, malheureusement, on a un problème. Contrairement aux anglo-saxons, on n'aime pas l'échec parce que voilà, nous, on n'aime pas échouer. Donc, quand on échoue, c'est la fin du monde. Mais en fait, le truc, c'est qu'on n'entreprend pas pour échouer. On entreprend pour apprendre. Oui, c'est un apprentissage. On entreprend pour se repositionner. Et on va pivoter. C'est ce qu'on appelle les pivots. C'est lorsqu'on entreprend, on va lancer un truc et puis on va se rendre compte que ça marche pas. Et puis, on va essayer de l'ajuster. Et il faut aussi, je pense, à un moment, effectivement, savoir se dire j'y arrive pas, c'est pertinent, c'est pas pertinent, je me suis trompée, je vais faire autre chose. Alors Diana, je rebondis juste parce que on va repartir sur un autre débat si on continue parce qu'on a tellement de choses à partager. J'ai une question qui est arrivée qui va être aussi importante. Elle viendra peut-être en miroir avec ce qu'Elisabeth nous a donné en introduction tout à l'heure en parlant de son parcours et de ses réalisations. Être une femme noire qui a vécu cette notion d'entrepreneuriat dans le dur quelque part, est-ce qu'il y a des écueils sur lesquels aujourd'hui, avec le recul, vous aurez envie de sensibiliser les autres et puis surtout de nous donner une illustration très concrète de la façon dont vous l'avez peut-être dépassé aujourd'hui ou en tout cas la ligne de conduite que vous vous êtes fixée. Pedro parlait tout à l'heure de discipline, donc quelle est la vôtre à ce niveau-là? Ouais, alors moi je suis un use case un peu particulier parce que en plus donc non seulement moi je suis une femme noire, mais surtout moi je suis née en Allemagne, je suis née en RFA. Moi quand je suis née il y avait un mur en fait en Allemagne. Non et c'est vrai non mais du coup en termes de construction mentale c'est pas pareil c'est-à-dire que moi je suis née il y avait un mur et donc le matin quand j'allais à l'école les petits enfants allemands dans le bus me demandaient combien de temps j'avais mis à me mettre du charbon sur le visage.
Voilà, moi, j'ai des enfants métis qui ne comprennent absolument pas ce genre de choses. Bah oui, Mais moi, c'est ma réalité. Voilà, non, mais moi, c'est ma réalité, c'est ma vie. Donc, après, je pense que du coup, comme j'ai cette espèce de double culture allemande, sénégalaise, française, moi, je pense que je me suis endurcie très, très tôt sur un certain nombre de sujets. Je pense que c'est extrêmement difficile, hein, et je pense qu'il ne faut pas se leurrer, hein, d'être une femme noire. Tu vois, tu le disais tout à l'heure, moi j'ai passé 10 ans à la Société Générale, j'ai fait le corps de l'inspection générale, je suis la première femme noire à sortir de l'inspection générale. Je suis sortie en 2015, quand même. Hein. Je suis rentrée en 2006. donc voilà, moi je suis arrivée au lycée Hoche pour faire ma classe préparatoire. J'étais la seule noire. Et j'avais une copine antillaise. On était deux. Donc voilà, donc moi j'ai toujours eu l'impression, d'avoir défriché des terrains. Mais c'est pour ça que je dis, il y a un miroir avec le parcours d'Elisabeth. Il y a un côté pionnier. Non, ouais, exactement. Et du coup, alors après, je pense que ce qui est vraiment hyper important, et c'est difficile, hein, et je ne dis pas que c'est facile, c'est hyper difficile, mais en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre ne l'a pas fait que tu ne peux pas le faire. Ça, c'est la première chose. Voilà, donc ça, déjà, pour moi, c'est une donnée d'entrée du modèle. Hein. Et puis, au contraire, il faut qu'on le fasse parce que, en fait, moi, mon ambition à moi, c'est de ne plus être une exception. J'ai envie de devenir une norme. Voilà, moi, ce que je fais, être une femme noire, typiquement, moi, aujourd'hui, je suis administratrice de France FinTech, hein, donc, qui est une des grosses associations de place sur la FinTech française, et je suis la seule femme noire. Il n'y en a aucune autre. Et j'irai même plus loin, il y a 150 startups, il n'y a aucune autre startup fondée par une femme noire. Et en fait, ce n'est pas normal. Donc, Diana, Elisabeth, je pense qu'il y a un défi, là, peut-être qui se profile. Alors, moi, j'appelle ça les défis parce que j'aime bien le côté un peu défi, mais c'est aussi une histoire autour d'avoir des témoignages puissants, forts de rôle modèle. On ne va pas aller rechercher que des Michelle Obama aux terres américaines. Il y en a certainement. Elle est effectivement un réel rôle modèle, oui, très influencée, beaucoup d'impact, mais il n'y a pas qu'elle. Et donc, je pense que ça va être aussi important pour chacune d'entre vous, pour chacune d'entre nous, de commencer à illustrer de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus peut-être importante. Alors peut-être qu'il faut s'appuyer sur les médias, peut-être qu'il faut faire plus de communication, peut-être qu'il faut plus de marketing, mais c'est important que chacune des entrepreneuses qui sont ici présentes et chacun des entrepreneurs qui se disent tiens, j'ai envie de travailler avec cette femme-là dans le projet qu'elle lance, dans l'approche qu'elle a, parce qu'elle y est investie à 100%, puisse se dire il y a quand même quelque chose de solide derrière, à la fois dans sa manière de le faire et à la fois dans la manière d'être accompagnée. Et donc, c'est ce que vous offrez les unes les autres. Merci Diana pour ce témoignage. Du coup, Aïssatou, le mot de la fin pour aider ces entrepreneuses avant que je laisse le mot Moi, le mot de la fin, oui, Elisabeth. Moi, je vais faire écho de ce que Pedro et Diana ont dit, mais mon mot, ce sera persévérance. Parce que Elisabeth l'a très bien dit à l'entame de son propos, elle disait une porte qui se ferme, on passe par la fenêtre. Pedro également l'a dit, il faut, sur la partie surfinancement, les échecs et autres, il faut vraiment y croire et puis ne pas y aller en dilettante, comme Diana l'a dit également. Donc, il faut pouvoir y croire, persévérer et puis se dire, c'est bon, j'ai échoué, c'est pas grave, j'essaye. Donc, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. J'essaye je capitalise sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai appris pour pouvoir proposer quelque chose de meilleur, quelque chose qui sera plus adapté aux besoins du marché et je vais grandir et faire grandir mon entreprise avec ces différentes expériences. Donc, on ne va pas utiliser le terme échec, mais plutôt différentes expériences qui vont mener au succès. Merci beaucoup Aïssatou pour ce mot. Elisabeth, l'ouverture, le mot de la fin. Merci. Je reviendrai sur cette idée de singularité et le fait dans mon parcours, soit j'étais trop ci, trop pas assez cela. Eh bien, un jour, on m'a dit mais vous comprenez, vous êtes trop tout. Et j'ai répondu mieux vaut être trop tout que moins que rien. Donc voilà, mon message serait soyez trop tout parce que vous
de la force, vous avez de la détermination, donc soyez trop tout parce qu'il faudrait être trop tout pour réussir. Merci Elisabeth. Alors nous arrivons au terme de ce webinaire, hein, beaucoup d'idées. Vous avez eu les fondamentaux de l'entrepreneuriat qui ont été proposés par nos différents intervenants. Voilà, respecter sa singularité, avoir de l'audace, sortir de cette solitude-là, être profondément informé, se rapprocher des institutions, des lieux qui peuvent justement vous nourrir, avec des études pour savoir quel est le meilleur finalement secteur, le meilleur filon à prendre aujourd'hui dans le cadre du développement. Et puis, pour ce premier opus, on leur remercie aussi les auditeurs qui avaient beaucoup de questions. Je sais que vous avez encore des questions qui continuent à émerger. Elles seront traitées dans un second temps. N'hésitez pas à les faire suivre à nos différents intervenants. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt pour le deuxième opus sur cette thématique de la diaspora qui est extrêmement large, avec de nouveaux acteurs aussi qui viendront apporter à la fois leur expertise, leur expérience, leur parcours, croiser justement leurs expériences terrain pour permettre à cet entrepreneuriat féminin de continuer à se développer sur le continent et puis, qui sait, avec cette notion de pont entre différents continents. Je vous remercie à tous et puis à très bientôt. Très, très bonne journée, bon appétit. Merci.